Je m'appelle Amélie, et à 30 ans, je pensais enfin avoir trouvé ma place. Ce soir-là, sous les lumières douces du bouchon lyonnais, que nous avions réservé pour nos fiançailles, je me sentais invincible. Mon fiancé, Thomas, était à mes côtés, sa main posée sur mon dos était une promesse de sécurité, un rappel constant de tout le bonheur qu'il avait apporté dans ma vie. Mais la gifle que ma propre mère, Isabelle, m'a donnée devant tous nos invités, a tout fait voler en éclats. Elle a exigé que je donne mes 50 000 €, l'épargne de toute une vie, à ma sœur Chloé. Face à mon refus, elle m'a humiliée. En me relevant, le cœur brisé mais la rage aux yeux, j'ai juré une chose, maintenant, c'est à votre tour de tout perdre. Cette gifle était brutale, mais ce qui a suivi, le karma qui s'est abattu sur eux, a été bien plus dévastateur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est la plus douloureuse de ma vie, mais aussi celle qui m'a rendue plus forte. Avant de plonger dans les détails de cette soirée infernale, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. La salle du restaurant que nous avions choisi était parfaite. Des murs en pierre apparente, des poutres en bois sombre, et une vue imprenable sur les quais de la Saône qui scintillaient dans la nuit lyonnaise. Chaque détail avait été pensé, des compositions florales délicates aux bougies qui répandaient une odeur subtile de vanille et de rose. C'était notre soirée, le début officiel de notre vie commune. Thomas, avec son calme rassurant et son regard aimant, était mon ancre. Nous nous étions rencontrés 4 ans plus tôt, et depuis, il m'avait appris ce qu'était le véritable soutien, un concept bien étranger à ma propre famille. Nos amis les plus proches, nos collègues, et bien sûr, nos familles étaient réunies pour célébrer notre amour. Dans quelques mois à peine, je deviendrais Amélie Girard, l'épouse de Thomas. Je balayais la salle du regard, mon cœur se gonflant de joie en voyant tous ces visages souriants. Manon, ma meilleure amie et témoin, me fit un clin d'œil complice. Les parents de Thomas, des gens merveilleux qui m'avaient accueilli comme leur propre fille, levèrent leurs verres dans notre direction. Puis mon regard s'est posé sur la table où se trouvait ma famille. Et comme toujours, un nœud s'est formé dans mon estomac. Ma mère, Isabelle, affichait un sourire crispé, un masque de convenance qui ne trompait personne, surtout pas moi. Son regard avait cette lueur calculatrice que je connaissais trop bien. À côté d'elle, mon père, Michel, fixait son verre de vin, silencieux, comme s'il voulait se rendre invisible. Et puis il y avait ma petite sœur, Chloé. À 26 ans, elle se comportait encore comme une adolescente gâtée, persuadée que le monde lui devait tout. Plongée dans son téléphone, elle daignait à peine lever les yeux, agissant comme si notre bonheur était un affront personnel, un dérangement dans son existence. J'ai essayé de chasser ce sentiment familier de déception. Ce soir, il n'était pas question de vieille rancœur. Ce soir, c'était notre moment. C'est alors qu'Isabelle s'est levée, tapotant délicatement son verre avec une cuillère en argent. Le tintement cristallin a fait taire les conversations. Tous les regards se sont tournés vers elle. Pendant une seconde, une folle seconde, j'ai espéré. J'ai espéré que pour une fois, elle serait simplement une mère fière de sa fille. Puis-je avoir votre attention, sa voix, claire et assurée, apportée dans toute la salle. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter ma magnifique fille, Amélie, et son fiancé, Thomas. Je vous souhaite un mariage rempli d'amour et de bonheur. Des applaudissements polis ont parcouru l'assemblée. Thomas a serré ma main sous la table, et je me suis appuyée contre lui, reconnaissante de sa présence. Mais la suite a été un coup de poignard. Cependant, a-t-elle poursuivi, son ton devenant plus froid, plus délibéré, j'ai une autre annonce à faire. Après mûre réflexion, Michel et moi avons décidé que les 50 000 € que nous avions mis de côté pour le mariage d'Amélie iront finalement à sa sœur, Chloé. Un silence glacial est tombé sur la salle. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un petit rire nerveux m'a échappé. J'ai regardé autour de moi, cherchant un autre visage amusé par cette blague absurde, mais personne ne riait. C'est une drôle de blague, maman, ai-je dit, ma voix tremblante. Ses yeux se sont durcis. Ce n'est pas une blague, Amélie. Chloé en a bien plus besoin que toi. Son fiancé peine à lancer son entreprise, ils ont besoin d'un coup de pouce. La chaleur m'est montée aux joues,
l'incrédulité laissant place à une colère sourde. Maman, nous en avons déjà parlé. Cet argent n'est pas à vous. C'est mon argent, mes économies. Thomas et moi avons budgété chaque centime pour notre mariage et notre apport pour l'appartement. Chloé s'est alors levée brusquement, sa chaise manquant de tomber. Arrête d'être si égoïste, Amélie, a-t-elle craché. Tu sais que j'ai des difficultés, mais tu n'as jamais proposé de m'aider. T'aider? J'ai travaillé dur et économisé pendant 10 ans, Chloé. Tu as eu les mêmes chances que moi, mais tu as tout dépensé sans réfléchir. Le visage de ma mère est devenu rouge de fureur. Ta sœur a des ambitions, elle a essayé de créer quelque chose. Toi, tu as toujours été prudente, sans risque. Tu as toujours eu plus. Parce que j'ai toujours travaillé plus dur, ai-je rétorqué, refusant de baisser les yeux. Je ne vais pas sacrifier mon avenir pour réparer tes erreurs, Chloé. C'est là que tout a basculé. Ma mère s'est avancée vers moi, rapide comme l'éclair. Avant même que je puisse comprendre, sa main a fendu l'air et s'est abattue violemment sur ma joue. Le son, sec et brutal, a résonné contre les murs du restaurant. Ma tête a tourné sur le côté, ma joue brûlante, des larmes de choc et de trahison piquant mes yeux. Le silence était total, pesant, insupportable. Lentement, j'ai tourné mon visage vers elle. Ma voix tremblait mais était claire, tu n'as pas le droit de me frapper. Le bruit d'une chaise raclant le sol, puis une voix calme mais urgente derrière moi, allô, la police? Oui, je voudrais signaler une agression au restaurant Le Bouchon Lyonnais. Je n'ai pas vu qui a appelé, mais à cet instant, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Ce n'était pas juste une gifle. C'était la rupture finale, la déclaration de guerre d'une mère à sa propre fille. Et j'étais prête à me battre. Mais je ne pouvais pas imaginer jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me détruire. Les sirènes au loin se sont rapprochées à une vitesse effrayante, leurs gémissements déchirant l'atmosphère feutrée de notre soirée de fiançailles. Thomas a resserré son étreinte autour de moi, formant un bouclier protecteur contre les regards curieux et choqués des autres invités. Le visage de ma sœur Chloé, pour la première fois, n'exprimait plus l'arrogance, mais un choc pur et simple. Mon père, Michel, était figé, le regard rivé au sol, incapable de me défendre, incapable de faire quoi que ce soit. Quant à ma mère, Isabelle, elle était devenue pâle, réalisant soudain la portée de son acte. La porte du restaurant s'est ouverte sur 2 policiers. Mademoiselle, c'est vous qui avez été agressée? A demandé l'un d'eux d'une voix professionnelle mais douce. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma mère a commencé à protester faiblement, parlant d'une simple dispute de famille, mais la loi ne voit pas les choses de cette façon. La voir repartir, menottée, sous les yeux de tous ceux que nous aimions, a été une scène surréaliste. C'était humiliant, mais au fond de moi, une nouvelle détermination naissait. La victime silencieuse, c'était terminé. Plus tard dans la nuit, après que les invités soient partis et que nous soyons rentrés dans notre petit appartement, je suis restée éveillée longtemps. Un sac de glace sur ma joue enflée, je repassais la scène en boucle. Cette trahison n'était pas nouvelle. C'était simplement l'éruption la plus violente et la plus publique d'une dynamique familiale toxique que j'avais passé ma vie à essayer d'ignorer ou de contourner. Ma mère, Isabelle, avait toujours été farouchement protectrice, mais uniquement envers Chloé. Chloé, de 4 ans ma cadette, était l'éternel bébé de la famille, celle à qui on pardonnait tout. Nos parcours financiers étaient le reflet parfait de cette injustice. Quand nous avons eu 18 ans, mes parents nous ont ouvert à chacune un compte d'épargne avec une somme de départ identique, destinée à nous aider à démarrer dans la vie. J'ai immédiatement compris la valeur de ce cadeau. Je l'ai considéré comme une fondation sur laquelle bâtir mon avenir. J'ai obtenu une bourse pour une partie de mes études à l'université, j'ai travaillé à temps partiel, et j'ai laissé cet argent fructifier, le gardant précieusement pour des étapes majeures. Chloé, elle, a vu cette somme comme un portefeuille sans fond pour ses désirs impulsifs. Elle a choisi une école de commerce privée hors de prix, plus pour son image glamour que pour la qualité de l'enseignement. Après 2 ans, elle a abandonné, s'ennuyant. Au lieu de se remettre en question, elle a injecté le reste de ses fonds dans le lancement d'une boutique de vêtements en ligne. Elle a organisé des soirées de lancement extravagantes, payé des influenceurs, dépensé sans compter pour le marketing, sans aucun plan d'affaires solide.
Sans surprise, l'entreprise a fait faillite en moins d'1 an, la laissant avec des dettes et une voiture de luxe comme seul souvenir de son potentiel gaspillé. Et que disaient mes parents? Ils n'ont jamais blâmé Chloé. Ils louaient son courage et son ambition, lui offrant un soutien financier et émotionnel sans fin, tout en me reprochant silencieusement ma stabilité. Chloé a besoin d'être guidée, Amélie. Toi, tu n'as jamais eu besoin de rien, m'avait dit ma mère un jour. C'était leur excuse pour tout. Ma force était devenue ma punition. Tu ne dors pas, a murmuré Thomas à côté de moi. Je me suis tournée vers lui, cherchant le réconfort dans ses yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi me déteste-t-il autant parce que je suis responsable? C'est comme s'il me voyait comme une personne sans cœur parce que je ne m'effondre jamais, parce que je ne leur demande rien. Il a doucement touché ma joue meurtrie. Tu es forte, Amélie. Et ils ont peur de cette force parce qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Ces mots ont fait écho en moi. Peut-être que le problème n'était pas l'argent. Peut-être que le problème était le contrôle. Mon indépendance était une menace pour leur système, un système où Chloé était la victime perpétuelle et eux, les sauveurs. Les semaines suivantes ont été étranges et tendues. Ma mère a été libérée sous caution, mais il n'y a eu ni excuse, ni tentative de réconciliation. Mon père est resté muré dans son silence, choisissant ainsi le camp de ma mère et de ma sœur par défaut. Puis, un après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Le logo était celui d'un cabinet d'avocats. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Mes propres parents m'attaquaient en justice. Ils demandaient au tribunal de leur donner le contrôle de mes 50 000 €, affirmant que je n'étais pas mentalement stable pour gérer une telle somme et que l'argent devait servir à soutenir la famille dans son ensemble, c'est-à-dire Chloé. La demande était absurde, presque risible. Mais derrière cette absurdité se cachait une vérité amère. Ils préféraient me traîner dans la boue d'un procès plutôt que d'admettre que Chloé avait échoué. Ce n'était pas une question de justice. C'était une question d'ego, de favoritisme et de contrôle. J'ai immédiatement contacté Maître Dubois, une avocate réputée à Lyon pour sa ténacité. Lors de notre premier rendez-vous, elle a examiné mes relevés bancaires, mes diplômes, mes contrats de travail. Puis elle a posé les documents avec confiance. Ils n'ont rien, Amélie, a-t-elle dit calmement. Cet argent est à vous, sans aucune restriction. Leur procès est une tentative d'intimidation, pure et simple. Ils espèrent que vous allez craquer sous la pression. Je pensais que la gifle était le point le plus bas. Je me trompais. La bataille juridique qui s'annonçait allait être bien plus sale. Mais en sortant du bureau de l'avocate, main dans la main avec Thomas, je me sentais prête. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de respect. De dignité. Et je n'allais pas leur céder 1 centimètre. Cependant, je n'avais aucune idée des tactiques sournoises qu'ils allaient employer pour me briser avant même que nous n'entrions dans la salle d'audience. La vie a pris un rythme épuisant. Chaque jour était un combat, un équilibre précaire entre mon travail exigeant de designer UX, UI et la montagne de paperasse juridique qui s'accumulait sur la table de notre salon. Les nuits étaient courtes, l'anxiété me rongeait. Thomas était mon roc, son soutien indéfectible était la seule chose qui m'empêchait de sombrer. Mais même sa présence ne pouvait effacer l'ombre que ma propre famille jetait sur notre bonheur. La première audience préliminaire a été une épreuve douloureuse. Voir mes parents et ma sœur assis de l'autre côté de la salle, me regardant avec un mélange de haine et de suffisance, était une torture. Chloé, interrogée par leur avocat, a joué le rôle de la victime à la perfection. Elle a raconté une histoire inventée où j'étais la sœur aînée avare et insensible, accumulant de l'argent alors qu'elle luttait pour survivre. Elle a même osé dire que l'argent était à l'origine destiné à financer les projets entrepreneuriaux des 2 sœurs, une pure invention. Mais Maître Dubois était préparé. D'une voix calme et précise, elle a contre-interrogé Chloé. Mademoiselle, pouvez-vous nous détailler les dépenses que vous avez effectuées avec les fonds que vos parents vous ont initialement donnés? Chloé a bafouillé, visiblement déstabilisée. Maître Dubois a alors sorti les relevés bancaires, les factures de voitures de luxe, les billets d'avion pour des destinations exotiques. Il semble que la majorité de vos projets entrepreneuriaux consistaient en des sacs à main de créateurs et des séjours dans des hôtels 5 étoiles. Est-ce exact?
Le visage de Chloé est passé du rose au cramoisi. Le juge a levé un sourcil, prenant des notes. Mes parents semblaient de plus en plus mal à l'aise sur leur banc. La séance s'est terminée sans verdict, mais une petite victoire avait été remportée. Cependant, cette humiliation publique n'a fait qu'attiser leur haine. Ils ont réalisé que la voie légale serait difficile, alors ils ont décidé de changer de tactique et de frapper là où ça fait le plus mal, ma vie personnelle et ma réputation. Quelques jours plus tard, alors que je préparais les invitations pour le mariage, mon téléphone a sonné. C'était ma cousine, Julie. Nous ne nous étions pas parlé depuis la désastreuse fête de fiançailles. Amélie, a-t-elle commencé d'une voix pleine de pitié, je suis tellement désolée pour ton mariage. Mon sang s'est glacé. Pardon? De quoi tu parles? Le mariage est toujours d'actualité. Il y a eu un silence gêné à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu, tu n'es pas au courant? Ta mère a appelé tout le monde. Elle a dit que Thomas et toi aviez rompu, parce qu'il t'avait trompé. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Quoi? Mais c'est de la folie pure. Il y a pire, a poursuivi Julie, hésitante. Elle a dit que tu faisais une dépression nerveuse à cause de ça, et Chloé confirme l'histoire à qui veut l'entendre. Après avoir raccroché, tremblante de rage, j'ai vérifié mes emails. Ma boîte de réception était inondée de messages de parents et d'amis confus, me demandant si j'allais bien, me présentant leurs condoléances. Ils avaient reçu un email, prétendument de ma part, annonçant l'annulation du mariage. L'adresse email était presque identique à la mienne, une imitation cruelle et méticuleuse. C'était l'œuvre de Chloé, j'en étais certaine. Sa jalousie avait atteint un niveau de méchanceté que je n'aurais jamais pu imaginer. Thomas est rentré à ce moment-là et a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré les emails, ma voix brisée par la colère et le chagrin. Ses yeux se sont assombris. Ce n'est pas tout, a-t-il dit d'un ton grave en sortant son téléphone. Chloé m'a envoyé ça tout à l'heure. Il m'a montré une série de photos, des montages Photoshop d'une qualité ridicule, où mon visage était maladroitement collé sur le corps d'une autre femme, dans des poses intimes avec un homme que je n'avais jamais vu. C'est pathétique, mais elle les a aussi envoyés à mes parents, a ajouté Thomas, la mâchoire serrée. Elle essaie de nous empoisonner, de monter tout le monde contre nous. La profondeur de leur trahison était abyssale. Ce n'était plus une simple dispute d'argent. C'était une campagne de destruction délibérée. Ils ne voulaient pas seulement mes économies. Ils voulaient détruire ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai touché le fond. Être trahi par sa propre mère, sa propre sœur, de cette manière. C'est une douleur indescriptible. Je me demande, vous qui m'écoutez, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné? Auriez-vous contre-attaqué? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Parce que la décision que j'ai prise à ce moment-là a déterminé tout le reste de mon histoire. Ce soir-là, désespérée, j'ai appelé ma tante Sylvie, la sœur cadette de ma mère. Elle était l'une des rares personnes de la famille à ne jamais avoir pris parti. Ma chérie, je suis tellement désolée, m'a-t-elle dit. Pourquoi, tante Sylvie? Pourquoi font-ils ça, ai-je demandé, ma voix se brisant. Elle a soupiré. Parce que ta mère a toujours fait passer le bonheur de Chloé avant tout, même si cela signifie détruire le tien. Dans sa tête, Chloé est la victime. Et toi, tu as toujours été forte, alors tu es la cible facile. Tu es celle qui peut tout encaisser. Ces paroles, venant de quelqu'un qui les connaissait si bien, m'ont fait un mal fou, mais elles m'ont aussi donné une clarté nouvelle. J'ai ravalé mes larmes. Je suis fatiguée d'être leur bouc émissaire, ai-je dit, ma voix soudainement plus ferme. Je ne les laisserai plus faire. Alors ne les laisse pas faire, ma chérie, m'a-t-elle encouragée. Bats-toi. Protège ce qui t'appartient, ton amour, ton intégrité, ton avenir. Ces mots ont agi comme un électrochoc. Thomas et moi avons passé les jours suivants à rectifier le tir. Nous avons envoyé des messages pour démentir les rumeurs, expliquer la situation à nos proches, sécuriser tous nos comptes en ligne. Mais le mal était fait. Le doute s'était installé dans l'esprit de certaines personnes. L'approche de notre mariage était désormais teintée d'amertume et de méfiance. Mais une chose était claire, leur campagne de calomnie avait échoué à nous séparer.
Au contraire, elle avait rendu notre couple plus fort que jamais. Mais je savais qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Leur cible était évidente, le jour de mon mariage. Et cette fois, je devais m'attendre à une attaque frontale. L'approche du mariage aurait dû être la période la plus joyeuse de ma vie. Au lieu de cela, chaque choix, chaque préparatif était assombri par la peur de ce que ma famille pourrait tenter ensuite. Choisir le menu, goûter le gâteau, finaliser la liste des invités, toutes ces étapes étaient empreintes d'une anxiété sourde. Le mal qu'ils avaient fait était profond. Certains amis lointains et membres de la famille, malgré nos démentis, gardaient une certaine distance, empoisonnés par le doute que ma mère et ma sœur avaient semé. C'était une blessure invisible, mais constante. Thomas et moi avons pris une décision radicale, une décision qui me brisait le cœur mais qui était devenue une nécessité absolue pour protéger notre journée. Nous avons engagé une société de sécurité. J'ai passé 1 heure au téléphone avec le responsable, ma voix tremblant en lui donnant les noms et les photos des 3 personnes que je voulais bannir de mon propre mariage, ma mère, Isabelle, mon père, Michel, et ma sœur, Chloé. Ériger de telles barrières contre sa propre chair est une expérience profondément douloureuse. C'était comme admettre à voix haute que ma famille était mon ennemi. Mais ils m'avaient prouvé qu'ils étaient capables du pire. La veille du mariage, Thomas et moi avons partagé un dîner tranquille, loin de l'agitation. Nous nous sommes fait une promesse, à partir de demain, aucune force extérieure, et surtout pas ma famille, ne définirait plus notre bonheur. Nous allions nous marier entourés de ceux qui nous aimaient véritablement, et c'était tout ce qui comptait. Cette nuit-là, j'ai compris que ma famille avait une vision conditionnelle de l'amour. L'acceptation avait un prix, l'obéissance. Thomas m'avait montré ce qu'était l'amour inconditionnel. Et demain, en marchant vers l'autel, je ne serai pas une mariée qui a perdu sa famille. Je serai une femme qui a enfin découvert le vrai sens de ce mot. Le matin du mariage est arrivé, enveloppé d'un calme presque irréel. Le soleil se levait sur le domaine de la Colline Dorée, un magnifique vignoble dans le Beaujolais, baignant les collines d'une douce lumière dorée. Le décor était idyllique, exactement comme nous l'avions rêvé. Pourtant, une boule de tension persistait dans ma poitrine. Dans la suite nuptiale, ma meilleure amie Manon m'aidait à enfiler ma robe. Son bavardage joyeux n'arrivait pas à calmer mes nerfs. Amélie, ne les laisse pas te voler ce moment. Aujourd'hui, c'est pour toi et Thomas, me dit-elle en ajustant mon voile. J'ai hoché la tête, mais mes pensées étaient ailleurs. Jusqu'où Chloé irait-elle? Mes parents respecteraient-ils notre décision, ou essaieraient-ils de forcer le passage? Alors que les invités commençaient à arriver, Manon s'est éclipsée un instant. Je suis restée seule, essayant de calmer les tremblements de mes mains. C'est alors qu'on a frappé doucement à la porte. C'était l'un des gardes de sécurité. Son visage était neutre, mais la gravité dans son regard m'a immédiatement alertée. Mademoiselle Girard, a-t-il commencé avec précaution. Nous avons intercepté quelqu'un qui tentait d'entrer par une grille de service à l'arrière du domaine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qui est-ce? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Il a hésité un instant. C'était votre sœur, Chloé. Un gouffre s'est ouvert sous mes pieds. Même aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. Était-elle seule? Oui, a-t-il répondu. Mais nous avons vérifié le contenu de son sac. Elle avait une grande bouteille d'encre de Chine noire dissimulée dans un sac en toile. Le souffle m'a manqué. De l'encre noire. Pour ma robe blanche. Pour ruiner le symbole de cette journée, pour me marquer de sa haine devant tout le monde. La rage et le chagrin se sont battus en moi. C'était une cruauté si calculée, si intime. La trahison la plus profonde imaginable. Voulez-vous que nous prévenions les autorités locales, a demandé le garde. Nous pouvons immédiatement porter plainte pour tentative de vandalisme et harcèlement. J'y ai pensé. L'image de Chloé, à son tour, face à la police, était tentante. Une partie de moi voulait cette vengeance, cette justice visible. Mais ensuite, les mots de Maître Dubois me sont revenus. Toutes les batailles ne se gagnent pas au tribunal. Parfois, la plus grande victoire est simplement de continuer à avancer sans eux. J'ai finalement secoué la tête, lentement. Non. N'appelez pas la police.
Escortez-la simplement hors de la propriété. Assurez-vous qu'elle ne puisse plus approcher. Et redoublez de vigilance pour mes parents. Le garde a hoché la tête et est parti. Je me suis effondrée sur une chaise, luttant pour contenir mes émotions. Manon est revenue et a immédiatement compris. Chloé, ai-je murmuré amèrement. Elle a encore essayé de tout gâcher. De l'encre noire, Manon. Pour ma robe. Elle s'est agenouillée à côté de moi, me serrant la main. Mais elle a échoué, Amélie. Elle a échoué. Aujourd'hui, c'est ta journée. Ne lui laisse pas voler une seule minute de plus. J'ai puisé dans ses paroles une force que je ne pensais pas avoir. Je me suis relevée, j'ai respiré profondément et j'ai repoussé la douleur. Aujourd'hui, il n'y avait que Thomas et moi. Et rien, ni personne, n'allait nous gâcher ça. Mais en me dirigeant vers l'allée, je me demandais, est-ce que cette journée marquerait vraiment la fin de leur acharnement, ou simplement la fin d'un chapitre dans une guerre bien plus longue? J'ai pris une grande inspiration, l'air frais du matin remplissant mes poumons. Manon avait raison. Chloé avait échoué. Ça n'avait pas atteint sa cible. En cet instant, j'ai fait un choix. J'ai choisi la joie plutôt que la colère. J'ai choisi l'amour plutôt que la rancœur. J'ai choisi mon avenir avec Thomas plutôt que mon passé avec eux. Quelques instants plus tard, mon oncle Philippe, le frère cadet de mon père, est arrivé discrètement dans la suite. Il avait toujours désapprouvé le traitement injuste que mes parents me réservaient, mais il était rarement intervenu, de peur de créer des conflits. Aujourd'hui, cependant, il était là. Je serais très honoré de te conduire à l'hôtel, si tu es d'accord, a-t-il dit, ses yeux bienveillants remplis d'une tristesse affectueuse. Le voir là, prenant la place que mon père avait abandonnée, a apaisé une partie de ma peine. Sa présence était un symbole, la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle du cœur. Lorsque nous sommes sortis sous le soleil radieux, une force nouvelle m'a envahi. Les visages de nos invités se sont tournés vers moi, leur sourire était sincère, chaleureux. Il n'y avait aucune pitié dans leurs yeux, seulement de la joie pour nous. Et tout au bout de l'allée, m'attendant sous une arche fleurie, se tenait Thomas. Son regard était fixé sur le mien, un océan de calme, de force et d'amour profond. Chaque pas que je faisais vers lui était un pas qui m'éloignait de l'amertume. À chaque foulée, je me débarrassais du poids de la trahison. Nous avons échangé nos vœux, nos voix claires et stables. Nous avons parlé de loyauté, de respect, de confiance et d'amour inconditionnel. Ces mots, si souvent galvaudés, prenaient un sens immense aujourd'hui, après tout ce que nous avions traversé. Lorsque Thomas a glissé l'alliance à mon doigt, j'ai senti la vérité profonde de ce moment. Je n'étais plus seule face à l'adversité. Je l'avais, lui, et ensemble, nous étions invincibles. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, des acclamations joyeuses ont éclaté. C'était un amour authentique qui nous entourait, un contraste saisissant avec la froide méchanceté qui avait marqué les derniers mois. La réception qui a suivi a été une célébration de la vie et de l'amour. Les gens ont ri, dansé. L'ombre de ma famille semblait s'être dissipée, chassée par la lumière de notre bonheur. Pendant la soirée, ma tante Sylvie s'est approchée de moi, son étreinte était forte et pleine de sens. « Je suis si fière de toi, Amélie », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Tu as tenu bon, tu ne t'es pas laissé abattre. Et maintenant, regarde autour de toi. Tu es libre, et tu es aimé. » Ces paroles ont résonné en moi, confirmant ce que je ressentais au plus profond de mon être. J'étais libre. À la fin de la soirée, alors que nos amis nous lançaient joyeusement des pétales de lavande, Thomas et moi nous sommes éclipsés. Assis dans la voiture qui nous emmenait vers notre nuit de noces, il a pris ma main. « On a réussi », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, un vrai sourire, le premier depuis des semaines, illuminant mon visage. Oui, on a réussi. Pourtant, alors que nous nous éloignions du domaine, laissant derrière nous les lumières de la fête, je ne pouvais m'empêcher de penser à la suite. Cette journée était une victoire, mais la guerre n'était peut-être pas terminée. J'avais entendu des rumeurs, Chloé prévoyait elle aussi de se marier bientôt. Et mes parents étaient déterminés à lui offrir le mariage de ses rêves, peu importe le coût. Je me demandais s'ils réaliseraient un jour leurs erreurs, ou si leur orgueil les aveuglerait à jamais. Cette nuit-là, ces pensées n'avaient pas d'importance.
Cette nuit nous appartenait. Mais je ne savais pas encore que leur tentative désespérée de préserver l'image parfaite de Chloé allait bientôt se retourner contre eux de manière spectaculaire, exposant des vérités qu'ils ne pourraient plus cacher et m'apportant enfin la justice que je méritais. Le karma, comme on dit, est parfois un plat qui se mange froid. Et le leur s'annonçait glacial. Les semaines qui ont suivi notre mariage ont été une bulle de bonheur et de tranquillité. Nous avons utilisé les fameux 50 000 €, qui avaient causé tant de conflits, comme apport pour acheter notre premier appartement. Un charmant 3 pièces avec un petit balcon donnant sur les toits de la Croix-Rousse, à Lyon. Il était modeste, mais il était à nous. Chaque meuble que nous choisissions, chaque coup de pinceau que nous donnions, était une affirmation de notre indépendance, une brique de plus dans la forteresse que nous construisions autour de notre amour. C'était un sanctuaire, bâti non pas sur l'argent, mais sur la résilience. La vie reprenait lentement son cours normal, mais les cicatrices étaient là. Le silence de ma famille était assourdissant. Pas un appel, pas un message pour Noël ou le Nouvel An. Au début, cette absence me faisait mal, ravivant la blessure. Puis, peu à peu, la douleur a été remplacée par une paix inattendue. Une paix étrange, celle qui vient quand on cesse d'attendre quelque chose de personnes qui n'ont rien à donner. Je commençais à guérir. Un après-midi, en faisant mes courses au marché, j'ai entendu une voix familière. C'était ma cousine Julie. Après une étreinte chaleureuse, elle a hésité un instant avant de me demander à voix basse, « Amélie, tu as des nouvelles du mariage de Chloé ?» Un sourire un peu triste s'est dessiné sur mes lèvres. Pas vraiment. On n'est plus vraiment en contact, tu sais. Elle a jeté un regard discret autour d'elle. C'est devenu un spectacle complètement fou. Tes parents ont contracté un énorme prêt à la consommation. Ils ont réservé le château de Pizet, un des lieux les plus chers de la région. Traiteur étoilé, robe de créateur, fontaine de champagne. On dirait qu'ils essaient de prouver quelque chose. J'ai ressenti un pincement au cœur. Pas de l'envie, mais de la pitié. De la déception de voir mes parents s'enfoncer encore plus dans le déni. Ils n'ont pas les moyens, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Julie a continué, sa voix encore plus basse. Mais voilà le plus intéressant. Beaucoup de gens de la famille ont décliné l'invitation. Tante Sylvie, oncle Philippe, plusieurs cousins. Après ce qu'ils t'ont fait, les gens commencent enfin à voir leur vrai visage. Le soutien dont ils pensaient bénéficier s'effrite. Cette nouvelle m'a apporté une étrange satisfaction, rapidement remplacée par une vague d'inquiétude. Mes parents risquaient leur sécurité financière, leur réputation, tout ça pour maintenir l'illusion d'une vie parfaite pour Chloé. Une illusion que Chloé elle-même exigeait. Elle ne leur sera jamais reconnaissante, ai-je ajouté. Julie m'a serré le bras. Amélie, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as été forte là où beaucoup se seraient effondrés. Ce qui va se passer maintenant n'est plus ta responsabilité. Ces paroles m'ont accompagnée pendant des jours. Elle avait raison. C'était leur choix. Mais regarder de loin le train de leur vie foncer droit vers le mur était profondément troublant. C'est une situation terrible, n'est-ce pas? De voir ses propres parents commettre de telles folies pour un enfant au détriment de l'autre. Le favoritisme dans les familles peut causer des dégâts irréparables. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce un sujet qui vous touche? Avez-vous déjà été témoin de ce genre de dynamique? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais beaucoup lire vos témoignages. Maintenant, revenons à l'histoire, car le fameux mariage de ma sœur a bien eu lieu, et les conséquences ont été bien pires que ce que j'aurais pu imaginer. 2 semaines plus tard, le mariage extravagant de Chloé a fait les gros titres, mais pas de la manière dont mes parents l'avaient espéré. Des photos ont inondé les réseaux sociaux, décors grandioses, robes somptueuses, détails ostentatoires. Mais ce qui a capté l'attention du public local, ce n'était pas le luxe, mais les rumeurs de problèmes financiers qui l'entouraient. Un blogueur local de Lyon, connu pour ses potins, a publié un article explosif. Il révélait que mes parents avaient hypothéqué leur maison, leur seul bien de valeur, pour financer le grand jour de Chloé. Il est devenu douloureusement clair pour toute notre communauté qu'ils avaient tout sacrifié pour un seul moment de vanité. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. La honte a remplacé l'admiration qu'ils recherchaient. Puis, comme si le destin lui-même avait décidé d'intervenir, j'ai reçu un appel un soir. C'était tante Sylvie,
sa voix lourde de regret. Amélie, tes parents ont perdu la maison. Je me suis assise, le souffle coupé. Ils n'ont pas pu suivre les remboursements du prêt, a-t-elle expliqué, sa voix tendue. La banque a saisi la maison. Ils habitent temporairement chez Chloé, mais l'ambiance est explosive. Je n'ai ressenti aucune joie. Seulement une profonde et immense tristesse. Leur orgueil leur avait tout coûté. Prévisible, Chloé blâmait tout le monde sauf elle-même, refusant de reconnaître son rôle dans leur ruine financière. Thomas m'a regardé en silence après que j'ai raccroché, son expression douce mais prudente. Ça va? J'ai soupiré. Je ne sais même pas. Une partie de moi est désolée pour eux. Une autre partie se demande pourquoi je devrais m'en soucier alors qu'ils ont tout cherché. Il m'a serré dans ses bras. Parce que tu as de la compassion, Amélie. Même quand les autres ne la méritent pas. C'est ce qui te différencie d'eux. Dans ces mots, j'ai trouvé une nouvelle clarté. Ma compassion n'était pas une faiblesse. C'était ma plus grande force. Je pouvais reconnaître leur douleur sans en faire mon fardeau. Mais alors que la nouvelle de leur malheur se propageait, Chloé a fait exactement ce que j'avais prévu. Au lieu d'assumer, elle s'est posée en victime. Mais cette fois, de moins en moins de gens l'écoutaient. Le château de cartes qu'ils avaient construit s'était effondré, et la réalité, froide et dure, les avait finalement rattrapés. Et je savais que le pire pour eux n'était pas la perte de leur maison, mais la confrontation imminente avec la vérité. La chute a été brutale et publique. Dans une ville comme Lyon, où les nouvelles circulent vite, l'histoire de la famille Martin, qui avait tout perdu pour le mariage fastueux de leur fille cadette, est devenue un sujet de conversation, un conte moderne sur l'orgueil et la déraison. Les amis qui les entouraient autrefois se sont distancés. Les parents qui les admiraient pour leur générosité envers Chloé exprimaient maintenant leur déception et leur pitié. Chloé, qui avait toujours vécu dans une bulle dorée de popularité et d'admiration, s'est retrouvée isolée, forcée de faire face à un miroir qui ne reflétait plus l'image parfaite qu'elle avait toujours voulu projeter. De notre côté, Thomas et moi continuions à construire notre vie, loin de ce chaos. Notre bonheur tranquille était notre plus belle revanche. Nous travaillions dur, nous économisions, nous passions nos week-ends à explorer la région, à profiter de la simplicité d'être ensemble. La paix que nous avions trouvée était un luxe qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Puis, un soir, des mois après la perte de leur maison, on a frappé à notre porte. En ouvrant, j'ai figé. C'était mon père, Michel. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux, autrefois fuyants, étaient maintenant fatigués et vides. Ses épaules étaient voûtées sous un poids invisible. C'était la première fois qu'il cherchait à me contacter depuis la fête de fiançailles. « Amélie » a-t-il dit d'une voix basse, presque inaudible, remplie de regrets. « On peut parler ?» Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez. La partie qui avait tant souffert à cause de son silence, de sa lâcheté. Mais en le voyant là, si diminué, si brisé, la compassion l'a emporté. J'ai ouvert la porte plus grand et l'ai laissé entrer d'un simple hochement de tête. Thomas, qui était dans la cuisine, a compris la situation et s'est discrètement retiré dans notre chambre, nous laissant l'espace nécessaire. Mon père s'est assis lourdement sur le canapé, le même canapé que Thomas et moi avions choisi ensemble avec tant de joie. Il a gardé les yeux fixés sur le sol pendant un long moment, comme s'il cherchait ses mots au plus profond de sa honte. Finalement, il a parlé, sa voix n'étant qu'un murmure. « Je suis désolé, Amélie. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs monumentales. Nous avons perdu de vue ce qui comptait vraiment. » Il a fait une pause, avalant sa salive. « Ta mère, elle ne l'admettra toujours pas. Pour elle, c'est la faute de la banque, des gens jaloux, de tout le monde sauf de nous. Et Chloé, eh bien, tu connais Chloé. » Il a enfin levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une douleur sincère. Mais moi, je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir laissé Isabelle te traiter de cette façon pendant toutes ces années. Pour avoir été un lâche. Une vague d'émotions m'a submergée. Des larmes ont piqué mes yeux. Non pas parce que ces excuses effaçaient la douleur, mais parce qu'elles validaient enfin la vérité que j'avais toujours su. Pour la première fois, il reconnaissait l'injustice. « J'apprécie que tu dises ça, papa », ai-je répondu prudemment.
Mais tu dois comprendre. Les mots seuls ne peuvent pas guérir des années de blessures. Il a hoché la tête lentement, acceptant mes paroles sans discuter. Je sais. Je ne te demande pas de pardonner tout de suite. Ni même de pardonner un jour. Je te demande juste, une chance de te prouver que j'ai changé. Que je veux essayer d'être un père pour toi. Nous sommes restés en silence un moment. Un silence moins pesant que celui de son ancienne indifférence. Un silence rempli de possibilités fragiles. Puis il s'est levé pour partir. La vie avec Chloé est un enfer, a-t-il avoué avant de franchir la porte. Elle nous reproche d'être un fardeau. Ta mère la défend. Elles sont prises dans un cycle de toxicité que je ne supporte plus. Quand il est parti, Thomas est revenu, me prenant la main. Ça va? J'ai regardé ses yeux aimants et j'ai souri, un sourire triste mais authentique. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que ça pourrait aller. Cette nuit-là, debout sur notre petit balcon, regardant les lumières de la ville, j'ai eu une prise de conscience profonde. Le favoritisme de mes parents n'avait pas seulement détruit ma relation avec eux. Il avait finalement détruit leur propre famille, leur sécurité, leur bonheur. En encourageant l'égoïsme de Chloé jusqu'à la ruine, ils avaient scié la branche sur laquelle ils étaient assis. À travers cette douleur, j'avais trouvé la clarté. Les 50 000 € n'avaient pas seulement acheté un appartement. Ils avaient acheté notre liberté. La liberté de vivre loin de la manipulation, de la culpabilité et des dynamiques familiales toxiques. La liberté de construire une vie basée sur l'amour véritable, le respect et le soutien mutuel. En retournant à l'intérieur, où Thomas m'attendait, j'ai finalement lâché les derniers fils de douleur qui me liaient au passé. Je savais maintenant ce que signifiait une vraie famille. Et cela n'avait rien à voir avec les liens du sang. Mais je me demandais si j'aurais un jour la force de pardonner à mon père, et si ma mère et ma sœur resteraient à jamais prisonnières de leur propre amertume. Dans les mois qui ont suivi la visite de mon père, j'ai prudemment accepté de le laisser revenir dans ma vie. C'était un processus lent, défini par mes propres termes. Pas de visites impromptues, pas de discussions sur ma mère ou ma sœur, sauf s'il y était obligé. Nous nous retrouvions de temps en temps pour un café dans le Vieux-Lyon, chaque conversation étant d'abord empreinte d'une certaine gêne, puis se transformant progressivement en quelque chose de plus authentique. Il ne cherchait pas d'excuses. Il montrait un remords sincère, admettant souvent à quel point il avait laissé la préférence d'Isabelle pour Chloé dicter la dynamique de notre famille pendant trop longtemps. Un après-midi, alors que nous étions assis à la terrasse d'un petit café, il a finalement partagé une vérité douloureuse. Amélie, a-t-il commencé, le regard perdu dans sa tasse. J'ai été un lâche. Pendant des années, j'ai vu ce que ta mère faisait. J'ai vu comment elle favorisait Chloé, à quel point c'était injuste pour toi. J'ai vu ta douleur, ta déception, mais je suis resté silencieux. J'avais plus peur des conflits avec ta mère que je n'accordais de valeur à la justice pour ma propre fille. Entendre cette confession a été à la fois un soulagement et une tristesse persistante. Son honnêteté était un début, mais les années perdues pesaient encore lourdement entre nous. Et maintenant, ai-je demandé doucement. Est-ce que tu ressens toujours cette peur? Il a secoué la tête lentement. Non. Maintenant, je vois clairement ce que le silence nous a coûté. Notre maison, nos relations, notre famille elle-même. Et Chloé, ai-je insisté, même si je connaissais déjà la réponse. Ses épaules se sont raffaissées. Chloé n'a pas changé. Elle se voit toujours comme la victime, blâmant tout le monde. Ta mère refuse de la laisser faire face aux conséquences, même maintenant. Elles sont piégées dans un cercle vicieux que je ne peux plus briser. J'ai pris un petit appartement. Je ne pouvais plus vivre avec elle. J'ai tendu la main et touché brièvement la sienne. On ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, papa. Chloé et maman doivent vouloir changer. Notre relation est restée fragile, mais elle était devenue honnête. Thomas soutenait ma reconnexion prudente, me rappelant toujours que le pardon, si je choisissais de l'accorder, serait pour mon propre bien, pas pour le leur. Pendant ce temps, la vie continuait de guérir autour de nous. Notre carrière à Thomas et moi progressait. Nous étions heureux. Parfois, je croisais d'anciens amis de la famille ou des parents éloignés qui exprimaient leur sympathie ou leur admiration. Tu as eu tellement de courage, me disait-il.
Mais personne ne pouvait vraiment comprendre le poids que j'avais porté, la solitude de cette bataille. Près d'1 an après notre mariage, nous avons reçu une invitation pour le 60e anniversaire de ma tante Sylvie. Une grande réunion de famille que nous ne pouvions pas simplement éviter. « Tu veux y aller ?» m'a demandé Thomas, jaugeant ma réaction. J'ai hésité. Une année de guérison, soudainement mise en péril. Isabelle et Chloé seront là, ai-je murmuré, l'anxiété me nouant l'estomac. Thomas a tenu mon regard. Elles n'ont plus de contrôle sur toi, Amélie. Tu as déjà prouvé ta force. Mais nous n'irons pas si tu n'es pas prête. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai pris ma décision. Je ne laisserai pas la peur dicter ma vie. Nous irions à cette fête. Non pas en tant que victime, mais en tant que survivant. Le soir de l'anniversaire est arrivé. La fête avait lieu dans un club de campagne élégant mais discret. En entrant, la main de Thomas posée avec assurance dans mon dos, je me sentais calme mais sur mes gardes. Immédiatement, les regards se sont tournés vers nous. J'ai vu ma mère de l'autre côté de la salle, rigide et pâle, faisant semblant de ne pas nous avoir remarqués. Chloé se tenait près d'elle, visiblement mal à l'aise, ignorant presque tous ceux qui la saluaient. Mon père, lui, m'a fait un signe de tête chaleureux, un bonheur authentique dans les yeux. Tout au long de la soirée, nous avons discuté avec des membres de la famille qui avaient pris leur distance à cause du drame. Beaucoup m'ont exprimé en privé leur respect pour la manière dont nous avions géré la situation. La blessure était toujours là, mais être là, debout et confiante, m'a fait réaliser le chemin parcouru. Plus tard, alors que la soirée se calmait, je me suis retrouvée face à ma mère près des portes du balcon. Nous sommes restés silencieux un instant, l'espace entre nous rempli d'années de douleur inexprimée. Finalement, elle a brisé le silence, sa voix à peine audible. « Tu as l'air en forme, Amélie. » J'ai hoché la tête poliment. « Je vais bien, merci. » Elle a hésité, l'orgueil luttant visiblement en elle. Je suis désolée que les choses se soient passées comme ça. Peut-être que nous avons toutes les deux fait des erreurs. Ce n'étaient pas les excuses dont j'avais besoin, mais c'était plus que ce qu'elle m'avait jamais donné. J'ai pris une lente inspiration. Maman, les erreurs sont pardonnables. La cruauté et le mal délibéré ne sont pas de simples erreurs. Elle a reculé légèrement, l'orgueil reprenant le dessus. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour Chloé. Oui, l'ai-je interrompu, doucement mais fermement. Toujours Chloé. Et regarde où ça vous a mené. Elle est restée silencieuse, ses yeux brillants de larmes contenues avant qu'elle ne retrouve sa contenance. Je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Non, ai-je convenu. Il n'y a plus rien à dire. En m'éloignant, un sentiment de soulagement m'a envahi. J'avais dit la vérité, sans colère ni amertume. Sur la terrasse, Thomas m'a retrouvée. « Comment tu te sens ?» m'a-t-il demandé en passant son bras autour de ma taille. « Libre » ai-je murmuré. Pour la première fois, vraiment libre. Nous sommes restés là, à regarder les étoiles. J'avais cru que la famille était un soutien inconditionnel, mais j'avais appris qu'elle exigeait un respect mutuel. Ma mère et ma sœur avaient choisi leur chemin, celui du déni et de l'orgueil. Et j'avais choisi le mien, celui de l'honnêteté, du courage et de la dignité. La route était encore longue, mais pour la première fois, je sentais que le passé était vraiment derrière moi, et que l'avenir était une page blanche que nous allions écrire, Thomas et moi, ensemble. La soirée d'anniversaire de ma tante a été un tournant. Ce n'était pas une réconciliation, loin de là, mais c'était une conclusion. J'avais affronté mes démons, non pas avec des cris et des larmes, mais avec une force tranquille qui m'a surprise moi-même. En rentrant chez nous cette nuit-là, Thomas et moi sommes restés assis sur notre balcon, emmitouflés dans une couverture. La ville de Lyon scintillait à nos pieds, un tableau paisible qui contrastait avec le tumulte de mes émotions passées. « Tu as tellement grandi » m'a murmuré Thomas en embrassant mon front. « Tu es plus forte que tu ne l'as jamais su. » J'ai dû l'être, ai-je répondu. Mais je ne l'ai pas fait seul. Son sourire était sincère. Tu n'auras plus jamais à le faire seul. Dans cette simple vérité, j'ai trouvé une paix profonde. La vengeance que j'avais autrefois désirée était venue, non pas par des actes de dépit de ma part, mais par leur propre autodestruction. Mon bonheur, ma résilience,
ma capacité à construire une vie saine et aimante loin de leur toxicité, c'était ça, ma véritable victoire. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais prospéré. Les fêtes de fin d'année sont arrivées, cette fois marquées par la chaleur plutôt que par le vide. Notre appartement était rempli de lumière scintillante, de l'odeur du pain d'épices et des rires de nos amis. Nous avions créé notre propre sanctuaire, nos propres traditions, une famille choisie, bâtie sur l'affection sincère. Un soir de neige, alors que je regardais les flocons tomber doucement sur la ville, mes pensées ont inévitablement dérivé vers eux. Il n'y avait eu aucun contact depuis la fête. Aucun effort de réconciliation de la part de ma mère. Le silence était devenu la nouvelle norme. Je sais quand tu penses à eux, a dit Thomas en m'enlaçant doucement par la taille. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête. Oui. C'est étrange. Avant, j'avais l'impression qu'une partie de moi était manquante sans eux. Maintenant, je me sens entière. C'est parce que tu as choisi ton propre chemin, a-t-il répondu. Tu as construit ta propre vie, une vie qui ne dépend pas de leur approbation. Il avait raison. Chaque décision que j'avais prise, me défendre, refuser de céder, pardonner prudemment à mon père tout en maintenant des limites claires, m'avait conduite à ce moment de paix. La nouvelle année a commencé, et la vie a continué d'avancer magnifiquement. Ma carrière a décollé, m'offrant des projets passionnants. Thomas produisait des documentaires qui recevaient des éloges pour leur authenticité. Notre relation s'est approfondie chaque jour. Puis, un soir de printemps, Thomas est rentré à la maison avec un regard particulièrement pensif. Pendant le dîner, ses yeux brillaient d'une excitation contenue. « Amélie, il y a quelque chose dont je veux te parler, » a-t-il commencé, prenant ma main par-dessus la table. « Nous avons construit quelque chose de spécial ici, toi et moi. Mais il y a une étape de plus que j'aimerais que nous franchissions ensemble. » J'ai penché la tête, curieuse et pleine d'espoir. « Qu'est-ce que c'est ? » Il a souri tendrement. « Je veux que nous fondions notre propre famille. Une famille qui ne sera pas définie par le passé, mais créée ensemble, à partir de notre amour et de notre confiance. Tu serais une mère incroyable, Amélie. » Les larmes ont instantanément brouillé ma vision. Mon cœur s'est gonflé d'une joie que je m'étais longtemps interdite, craignant de reproduire les schémas de ma propre enfance. « Tu crois ?» ai-je murmuré. Il a hoché la tête, son étreinte sur ma main se faisant plus tendre. « Absolument. Et notre enfant saura ce que signifie le véritable amour. Inconditionnel, solidaire, et sans aucune attente en retour. » L'émotion m'a submergée. La famille que j'avais toujours désirée, celle que je n'avais jamais eue, était enfin à ma portée. Non pas à travers les liens du sang qui m'avaient tant fait souffrir, mais à travers le partenaire qui s'était tenu à mes côtés, inébranlable. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à fixer 2 lignes roses sur un test de grossesse, le cœur battant à tout rompre. Le visage de Thomas s'est illuminé de pure joie quand je le lui ai montré, des larmes de bonheur remplissant ses yeux alors qu'il me serrait dans ses bras. Pendant ma grossesse, j'ai parfois ressenti un pincement au cœur, un désir fugace de conseil maternel ou du soutien d'une sœur. Mais à chaque fois, mes amis ont comblé ce vide. Manon a organisé une baby shower remplie de rires. Tante Sylvie a tricoté de minuscules pulls. Et mon père, toujours prudent mais engagé, offrait un soutien silencieux, déterminé à être le grand-père qu'il n'avait jamais réussi à être comme père. Le jour où notre fille est née, le monde a basculé. En la tenant contre ma poitrine, sa petite forme chaude et fragile, son souffle doux se mêlant au mien, j'ai enfin compris. L'amour inconditionnel. Pur, féroce, sans limite. Thomas était assis à côté de moi, les yeux brillants d'émerveillement. « Comment allons-nous l'appeler ?» a-t-il murmuré. J'ai souri. « Victoire » ai-je répondu sans hésitation. Parce qu'elle est notre plus belle victoire sur le passé. Avec Victoire, nous avons créé quelque chose de précieux, un héritage libéré des vieilles blessures. Notre petite famille s'est épanouie. Mais alors que je pensais que tous les chapitres douloureux étaient clos, un appel téléphonique inattendu allait une dernière fois tester ma capacité à tourner la page. Notre vie avec Victoire était un tourbillon de joie et de nuits courtes. Chaque jour était une nouvelle découverte, chaque sourire de notre fille était un baume sur les dernières cicatrices de mon cœur. Nous étions une équipe, Thomas et moi,
naviguant dans les défis et les merveilles de la parentalité. J'ai découvert en moi une capacité à aimer que je ne soupçonnais pas, une patience et une tendresse qui, je le savais, venaient en réaction directe à ma propre enfance. Je m'étais juré que ma fille ne connaîtrait jamais le sentiment de ne pas être assez, de devoir se battre pour l'affection de ses parents. Parfois, des nouvelles de ma sœur me parvenaient par l'intermédiaire de ma tante ou de ma cousine. Son mariage, construit sur des fondations de dette et d'apparence, battait de l'aile. Son mari, incapable de supporter la pression financière et le caractère exigeant de Chloé, avait fini par la quitter. Elle se retrouvait seule, dans un petit appartement, jonglant avec des petits boulots pour essayer de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ma mère, Isabelle, s'accrochait obstinément au déni, continuant à la soutenir financièrement avec le peu qu'elle avait, piégée dans son rôle de sauveur. Mon père, lui, continuait lentement à reconstruire sa vie, apprenant l'humilité à travers la perte. Pourtant, aucun de leurs choix ne définissait plus les miens. La paix que j'avais trouvée avait eu un prix élevé, mais elle valait chaque moment de douleur. Un après-midi, alors que Thomas et moi regardions Victoire faire ses premiers pas hésitants dans notre salon, ses rires cristallins remplissant l'appartement, il m'a serré la main. Tu sais, Amélie, en la regardant, je comprends enfin quelque chose d'important. Je l'ai regardée, curieuse. Quoi donc? Il a souri. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. Ce sont ceux qui choisissent de rester. Ceux qui t'aiment sans condition, qui respectent tes limites et qui célèbrent ta force. Ces mots se sont installés au plus profond de moi, guérissant les derniers vestiges de douleur. Je me suis penchée contre lui, savourant ce moment simple et parfait. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise près du lit de Victoire, la regardant dormir paisiblement, mon téléphone s'est allumé. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Amélie? C'était la voix de Chloé. Une voix que je n'avais pas entendue depuis près de 2 ans. Elle était faible, incertaine. Mon pouls s'est accéléré, mais j'ai gardé ma voix stable. Oui. Il y a eu un long silence, puis un sanglot étouffé. Je suis désolée, a-t-elle finalement articulé, l'émotion brisant son orgueil habituel. Je suis désolée pour tout. Pour l'argent, pour les mensonges, pour l'encre, pour tout. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais je devais te le dire. J'ai écouté, absorbant la sincérité fragile derrière ses mots tremblants. C'était la première fois de sa vie qu'elle assumait la responsabilité de ses actes. Merci de me le dire, Chloé, ai-je répondu doucement, après un moment de réflexion. Mais le pardon, ça prend du temps. Et des actions. Je sais, a-t-elle murmuré. Je voulais juste que tu saches, que j'essaie de changer. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de la chambre, le clair de lune filtrant à travers les rideaux. Peut-être que les gens pouvaient changer. Peut-être que Chloé était sincère. Mais de toute façon, son voyage ne m'appartenait plus. Je ne pouvais ni le contrôler, ni le porter. En entrant dans notre chambre, Thomas m'a enlacée, sentant mon introspection. Tout va bien? J'ai hoché la tête, un sourire tranquille sur mes lèvres. Mieux que jamais. Parce que j'ai appris quelque chose d'important ce soir. Il a haussé un sourcil. Ah oui? Et quoi donc? Mon passé ne me définit pas. Et ma famille, ma vraie famille, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis née. C'est quelque chose que nous avons créé. Il a souri tendrement en me serrant plus fort. Alors continuons de la construire. En me blottissant contre lui, le cœur enfin guéri et entier, j'ai compris ce que signifiait la véritable victoire. Ce n'était ni la vengeance, ni l'amertume. C'était la liberté. La liberté de choisir mon chemin, de construire un avenir défini par l'amour, le respect et la force. Mon histoire est un témoignage que même après les trahisons les plus profondes, il est possible de se reconstruire et de trouver le bonheur. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on peut toujours choisir celle que l'on construit. La plus grande revanche est de vivre une vie heureuse et épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même dû surmonter des conflits familiaux, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Parler est parfois le premier pas vers la guérison.
N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si vous avez apprécié cette histoire, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, et à très bientôt.